Sud Radio, l'invité politique, Patrick Roger. Il est 8h33. Bonjour à tous. Mon invité ce matin, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets avec vous qui concernent tout le monde. Les prix, la fameuse loi Egalim pour les agriculteurs. Qu'est-ce que ça change pour les consommateurs? Les contrôles des prix, le choc de la simplification. Mais avant de commencer sur les prix, je voudrais connaître votre opinion. Et est-ce que vous pouvez y faire quelque chose, puisque vous êtes en charge du tourisme, sur la Tour Eiffel, fermée encore ce matin en pleine vacances. Est-ce que vous pouvez intervenir, vous, dans ce conflit qui est entre la société d'exploitation et la mairie de Paris? Vous m'avez demandé mon avis, oui. Patrick Roger, donc je ne vais pas me priver de le donner. La gestion de la ville de Paris par l'équipe municipale actuelle est calamiteuse et c'est déplorable. La réalité du conflit social, c'est l'état de notre Tour Eiffel. C'était pas très compliqué, en fait. C'est même les mémoires et le testament de Gustave Eiffel qui dit, en gros, tous les 7 ans, il faudra la rénover et investir un peu pour qu'elle ne s'abîme pas, qu'elle ne, entre guillemets, je vais vite, qu'elle ne rouille pas. Oui. Et la réalité, c'est que Madame Hidalgo, qui fait des voyages au bout du monde, qui nous raconte plein de choses, qui fait des espèces de consultations avec quelques milliers de Parisiens sur le SUV, tout ça est un théâtre d'ombre. Le plus beau monument de Paris, elle le laisse s'abîmer, pour pas dire s'effondrer. Notre Tour Eiffel est abîmée. Nous avons une équipe autour de la Tour Eiffel qui constate tous les jours l'état de délabrement dans lequel est ce monument historique. Et la réalité, c'est que vous m'avez posé la question, est-ce que moi j'y peux quelque chose ? J'y peux qu'en tant qu'élu de Paris, j'ai le droit de dire que je trouve ça absolument déplorable. Mais en tant que charge du tourisme, parce que c'est l'image de la France. J'écoute Sud Radio, c'est l'image de la France, mais c'est aussi, pour le coup, une raison. Je ne dirais pas justifiée, mais je comprends la raison pour laquelle les hommes et les femmes qui travaillent tous les jours à la Tour Eiffel se mettent aujourd'hui en grève, vu l'état de délabrement dans lequel il est. Ouais. Et la réalité, c'est que, je ne dis pas que les touristes peuvent le comprendre, et c'est eux qui, comme d'habitude, en pâtissent, au même titre que d'ailleurs l'insécurité. Vous savez, je suis assez inarrêtable sur ce sujet. Il y a quelques jours, l'adjoint au tourisme de Madame Hidalgo, vous avez vu cette déclaration sur le Champ de Mars? Oui. C'est sympa, en gros, les gens qui jouent au bonneteau, les arnaqueurs, les tuk-tuk qui arnaquent les touristes, ça fait partie du charme, disait-il, un petit peu de ces visites à la Tour Eiffel. Mais dans quelle capitale vivons-nous? Ouais. Et là, vous ne pouvez pas grand-chose, vous, en étant ministre en charge du tourisme, par rapport à ça? Vous savez, c'est pas faute d'avoir essayé de faire des choses avec la mairie de Paris depuis maintenant un moment. La réalité, c'est qu'ils avancent seuls, ils décident seuls. D'ailleurs, ça se voit au Conseil de Paris. Et la réalité, c'est que Madame Hidalgo n'écoute personne. Mais même dans son équipe... Ça promet pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois, quoi. Vous savez, notre ministre des Sports, elle a été très claire il y a quelques mois. Avec ou sans l'aide de Madame Hidalgo, on y arrivera. On y arrivera. Mais vous avez l'impression que vous n'avez pas l'aide de Madame Hidalgo pour tout bien préparer. Écoutez, et notamment là, les nous inquiétudes... Nous faire entendre qu'à 4-5 mois des JO, c'est sympathique, folklorique et pittoresque, d'avoir une tour Eiffel délabrée, que c'est pas très grave, et que ce climat d'insécurité qui peut régner malgré tous les efforts du gouvernement, parce que moi je suis allé avec Gérald Darmanin. C'est une mission aussi de Gérald Darmanin, bien sûr. J'y suis allé plusieurs fois avec une députée qui est ma suppléante que vous connaissez, qui vient souvent ici, Fonta Berrette. Nous sommes allés plusieurs fois annoncer de nouvelles brigades, un renforcement des brigades de gendarmerie, des contrôles. Nous, on fait tout ce qu'on peut faire du côté du gouvernement. Madame Hidalgo et son équipe ne font pas le reste. Il y a un laxisme de Madame Hidalgo. Mais évidemment, enfin, il suffit de vivre à Paris pour le voir. Laxisme général et laxisme en particulier sur ce monument. Et en tout cas, donc vous... C'est pas tant les Jeux Olympiques, on va y arriver, les Jeux Olympiques. Tony Estanguet fait un travail extraordinaire, justement, de lien pour que ça se passe le moins mal possible entre la mairie de Paris et l'engagement du gouvernement. La seule date qu'il faut retenir, c'est 2026. Et il faudra que Madame Hidalgo et ses équipes arrêtent de gérer la mairie de Paris. Regardez, ne serait-ce que la mairie de Paris, j'y suis passé hier encore. Regardez l'état de délabrement du bâtiment de la mairie de Paris. Il est d'une saleté incommensurable. On rénove des dizaines de bâtiments dans Paris. On a mis des millions d'euros du côté du gouvernement. On vous répondra que justement c'est parce qu'on fait des travaux et qu'on essaie d'améliorer que pendant cette période il y a les chantiers. On a toujours une mauvaise réponse. En attendant, regardez juste, et les Parisiens et les touristes le voient, l'état
du symbole de Madame Hidalgo, de la mairie de Paris. L'État, la saleté, la couche grise qu'il y a sur ce bâtiment. C'est assez à l'image et assez symbolique de sa gestion. De la gestion de Madame Hidalgo. Ce matin, vous l'avez bien rhabillée. Non, mais je vais pas la rhabiller, vous savez. Non, mais si, au passage quand même. Vous savez, il s'avère que c'est la maire de Paris et que c'est elle qui gère. Moi, ce ne sont pas des attaques à l'endroit de la femme, ad hominem. Ce sont, après 7 ans d'engagement, je suis élu depuis 2017. C'est juste un constat dramatique et je suis pas la seule. J'écoutais un comédien connu, Lelouch, il y a quelques jours. Tout le monde se désespère de l'état de délabrement de Paris, de sa saleté, enfin on va pas y revenir. Côté insécurité, encore une fois, on a pris notre part. Gérald Darmanin, il y a encore quelques mois, avec les équipes dont moi, est allé annoncer la mise en place de renforts de sécurité. La réalité, c'est que pour le reste, pour ce qui est de la propreté, etc., ça n'est pas la priorité de Madame Hidalgo. Bon, et en tout cas, ça le pire, c'est de trouver ça folklorique. Ça vous inquiète quand même, parce que vous êtes, je le rappelle, aussi ministre du tourisme, quoi, bien sûr. Et que nous sommes... Bon, Olivia Grégoire, venons-en aussi à l'inquiétude agricole. Gabriel Attal a dévoilé des mesures hier, notamment sur les négociations commerciales, la fameuse loi Egalim pour garantir des prix aux agriculteurs dans le cadre des négociations entre supermarchés et agro-industriels. Ça va être la 5e loi Egalim, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui est prévu pour que l'on comprenne bien et quand? Alors déjà, je vais vous dire une chose qui peut paraître... kafkaïen, comme on dit. Mais c'est comme ça. Et si ça plaît pas, j'écoutais notamment Éric Revel un peu plus tôt. Si ça ne plaît pas, il faut changer la Constitution. Dans notre pays, pour améliorer une loi, il faut une loi. Donc on peut prendre le sujet dans tous les sens. J'entends que les gens se disent... Oui, parce que loi numéro 1, loi numéro 2... Moi, je suis comme les gens. J'entends qu'on puisse se dire, c'est quand même incroyable que pour améliorer, simplifier une loi qu'on a déjà essayé d'améliorer 3-4 fois, il faille une nouvelle loi. Mais la réalité, c'est que ça se passe comme ça et que notre Constitution est ainsi faite. On peut pas changer une loi comme ça d'un coup de baguette magique. C'est pas anormal non plus. Donc il faut une loi pour 3 choses, Patrick Roger. 1, pour simplifier. Tous les agriculteurs, mais aussi les PME de l'agroalimentaire dont on parle assez peu. Vous avez 280 000 Français qui travaillent tous les jours dans des milliers de PME françaises agroalimentaires. On a aujourd'hui une complexité dans la négociation, dans les clauses de révision des contrats qui sont signés entre les agriculteurs, la grande distribution, les industriels. C'est trop compliqué. Pour simplifier, il faut effectivement reprendre le travail législatif. Il y a un autre sujet qui est au cœur des débats. Une loi ne vaut que si elle est exécutée, que si elle se déploie dans la vraie vie des gens. La réalité, les agriculteurs sont très nombreux à le dire, c'est que Egalim, c'est cette loi... Dans le fond, elle est juste, elle garantit leurs revenus. On y reviendra. Mais cette loi, elle doit être appliquée. La réalité, il faut qu'il y ait des contrôles, quoi. Et la réalité, c'est qu'elle n'est pas correctement appliquée. On le voit, on va y revenir. On fait des milliers de contrôles qui vont continuer. Il y a aujourd'hui trop d'anomalies. Pour améliorer l'exécution de cette loi, on doit reprendre le travail. On doit mieux contrôler et c'est pour ça qu'il y aura effectivement un travail législatif. Alors, quand est-ce qu'il va avoir lieu? Quel est le calendrier justement pour cette loi Egalim? 2 temps. Et c'est pareil, de la cohérence, de grâce. On peut pas avoir des oppositions qui d'un côté disent qu'on n'écoute pas assez le Parlement et cramer, griller le travail des députés. Le Premier ministre a annoncé hier que 2 députés, Alexis Isard et Anne-Laure Babeau, vont travailler pendant à peu près 3 mois pour faire le tour de la question avec bien sûr les parlementaires, mais aussi les agriculteurs, les organisations syndicales, et faire des propositions. Donc vous voyez, on arrive au printemps et le Premier ministre a dit qu'à la suite de cette mission parlementaire, on doit écouter les notes, ce que vont dire les députés. Nous porterons un texte à l'été, c'est à peu près le calendrier qu'a fixé le Premier ministre pour porter des améliorations à cette loi. Il y a un patron dans la distribution, Michel Biérot, pour ne pas le citer, le patron de Lidl, qui dit il faudrait revoir aussi la loi de modernisation de l'économie. Il dit parce qu'on a beau faire toutes les lois Egalim que l'on veut, il y a cette loi qui ne permet pas en fait aujourd'hui d'avoir suffisamment de transparence entre guillemets dans l'opacité du monde agro-industriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi j'ai un avis assez tempéré sur le sujet. D'abord, là où Michel Biérot n'a pas tort, mais c'est valable sur plein de sujets, c'est que on peut peut-être se poser des questions par rapport à cette loi de modernisation économique, ça veut dire ça, LME, qui a été votée en 2008. C'est pas absurde de se dire 15 ans après,
on peut peut-être retravailler le sujet. Donc Ouais. en ça, je pense que Michel Biérot pointe un sujet, parce que la LME, comme on dit, ne traite pas que du sujet agricole. Peut-être faut-il regarder à nouveau cette loi. Mais la réalité, c'est que ce que demandent aujourd'hui les agriculteurs, c'est assez clair. Vous savez, je siège depuis des mois dans les négociations commerciales. J'en parle pas tous les jours, mais je vois bien ce qui s'y dit. J'y étais encore mardi avec Bruno Le Maire et Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher. Ils disent une chose, les jeunes agriculteurs, la FNSEA. Ils disent, il faut nous garantir le prix juste sur ce qu'on appelle la MPA. Il faut que les auditeurs sachent, c'est la matière première agricole. Voilà. Mais cette matière première agricole, ça peut être le blé, ça peut être le lait, elle coûte plus cher à produire. À cause notamment de l'inflation, des coûts de l'électricité et tout ce qu'ont dû subir les agriculteurs et les industriels et distributeurs depuis maintenant 2 ans. Donc il faut aussi intégrer des coûts de production. C'est ça le débat. Le débat, c'est le juste prix, la juste rémunération. Et c'est Egalim, c'est pas LME, c'est Egalim. Donc ne nous dispersons pas. Je ne dis pas qu'LME, c'est idiot d'y penser, mais si on veut aller vite et bien, il faut s'attaquer à Egalim. Et si on se dit les choses, est-ce que Olivier on se les dit, depuis le début. On se dit absolument. On se dit les choses, mais est-ce que aussi les agriculteurs français sont compétitifs aujourd'hui vis-à-vis des autres agriculteurs européens? Bien souvent, on parle du Mercosur, mais même à l'intérieur des frontières européennes, il y a des produits qui sont moins chers à l'autre bout de l'Europe et évidemment qui interviennent aussi dans l'agro-industrie, dans la transformation. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas fermer les frontières, en fait, aujourd'hui. Non, il n'est pas question de fermer les frontières et nous avons rappelé, même si les oppositions jouent avec ce sujet, que typiquement le libre-échange, autant faut être clair quand c'est pas clair. Exemple Mercosur, Gabriel Attal, le Premier ministre, a été très clair hier. Autant faut pas non plus oublier que l'agriculture française exporte. Oui, bien sûr. C'est bien joli d'aller sur des plateaux faire des claquettes en disant faut fermer les frontières. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce qu'on fait de nos quasiment 300 000 salariés dans des PME? On leur dit on va plus exporter dans tel pays d'Europe et donc on va faire un plan social. Bon, donc la réalité, c'est que oui, pour répondre à votre question, notre agriculture est encore compétitive et nous sommes un grand pays agricole. Il faut quand même le rappeler. La France est un grand pays agricole. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle a aussi, elle se distingue. Pas qu'en Europe, dans le monde entier, vous le voyez quand vous voyagez, par la qualité des produits qu'elle fournit. Et donc notre compétitivité est une compétitivité pas uniquement centrée sur le prix, c'est une compétitivité liée à la qualité de nos productions. Et je crois que ça, c'est un joyau qu'il faut préserver. Ça coûte, et c'est ça le cœur du débat, ça coûte de produire des aliments de qualité. Bon, alors pour connaître aussi l'origine des produits, alors bon, je sais qu'il y a les fausses origines, hein, donc vous menez des contrôles, quelles sanctions il y aura, et puis vous voulez travailler sur un label, en quelque sorte, comme il existe le Nutri-Score, que les auditeurs, maintenant les consommateurs connaissent bien, sur Origin Score. Comment il va pouvoir voir alors, le jour? Alors, vous me posez deux questions en une. D'abord sur les fausses origines. Elles sont liées. Nous avons des centaines d'agents de la direction de la consommation et de la concurrence qui, au moment où on se parle, et depuis maintenant des semaines, mais des mois, voire des années, contrôlent le prix, mais pas uniquement, contrôlent le respect de la loi Egalim, le respect des délais de négociation, contrôlent aussi, vous le savez, les modalités d'achat avec le contrôle sur les centrales d'achat européennes. Centrales d'achat européennes, c'est un sujet important, pour le dire simplement aux gens, dès lors que un produit alimentaire est vendu en France, la loi française doit s'appliquer. La réalité, c'est que parmi tous les contrôles qui ont été annoncés par le Premier ministre et Bruno Le Maire début janvier, et que nous continuons, je veux être clair, 10 000 contrôles en cours, il y a des choses qui vont pas. Vous avez des contrats qui n'ont pas respecté les délais qui ont été fixés de signature. Donc là, vous avez à peu près 150 procédures auprès d'acteurs de l'agroalimentaire au moment où je vous parle pour qu'ils justifient pourquoi ils n'ont pas signé dans les délais. Vous avez le sujet des centrales européennes. Il y a là aussi, il faut être très clair et très précis, 2 procédures en cours avec des risques majeurs pour les entreprises qui sont concernées, avec des millions d'euros possiblement d'amendes à la clé pour ces agences. Et vous avez, 3e sujet qui nous amène à l'origine, 1000 établissements ces dernières semaines qui ont été contrôlés par rapport aux produits qui mettent origine France ou fabriqués en France ou produits français. Et là, sur 1000 établissements contrôlés, 372 anomalies. C'est beaucoup, ça fait un peu plus de 30%. Oui, c'est quand même, 372 anomalies, après faut être clair, plus ou moins graves. En réalité, vous avez 70 anomalies constatées qui sont graves et qui s'apparentent à ce qu'on appelle, les gens connaissent ce mot, des pratiques commerciales trompeuses. C'est-à-dire, alors oui, c'est un exemple. Mais
je sais qu'on est tous des consommateurs, donc tout le monde a déjà eu ce réflexe. Vous allez dans un supermarché ou dans un commerce et vous prenez par exemple une sauce. Et sur cette sauce, vous avez un beau drapeau français avec écrit par exemple que les œufs qui ont servi à faire cette sauce sont 100% français, avec un gros drapeau sur le packaging. Sauf que cette sauce, vous n'êtes pas idiot, vous savez qu'il n'y a pas que des œufs. Il y a de l'huile, il y a de la moutarde, il y a du sel. Et en l'occurrence, dans cette sauce, vous avez 80% d'huile. Vous retournez le paquet, vous cherchez, et là... on vous a mis un gros drapeau français sur les œufs, on vous dit pas d'où vient l'huile. Alors moi je vais être très simple pour revenir à ce qu'on disait juste avant, parce que tout ça a un lien sur Egalim. Mon combat c'est quoi? Mon combat c'est... Il faut de la transparence sur le prix pour les agriculteurs. C'est le combat que nous menons avec Marc Fesneau et Agnès Pannier-Runacher. Mais je suis aussi la ministre de la Consommation et les consommateurs ont leur rôle s'ils le veulent. Il faut plus de transparence sur les produits qu'on dit transformés, parce qu'il y a déjà de la transparence, vous savez, fruits et légumes, depuis 2011, vous savez d'où ça vient. Bien sûr. Merci l'Europe, comme quoi l'Europe peut être utile. Depuis 2020, merci la majorité, les viandes, les vins. Depuis 22, le miel, vous savez d'où ça vient. Moi je dis, quand vous achetez une conserve, quand vous achetez un produit déjà préparé, déjà transformé, on ne peut pas vous donner l'information que quand ça arrange le producteur. Quand il y a 5% d'aliments français, on vous met un gros drapeau français, il faut donner toute l'information aux consommateurs. D'où viennent le reste des produits majoritaires? D'où viennent-ils? Une information à moitié donnée, c'est pas une information valable. On doit mieux informer les consommateurs. Donc pour revenir sur Origin Score... Donc, moi je lance... Ce sera quoi alors? Alors déjà, je lance ce constat. L'origine, vous savez, au même titre que le prix, c'est l'élément majeur qui fait qu'on décide d'acheter ou pas. À plus de 80% chez les Français. L'origine ou le prix? Les deux. Le prix, l'origine. Ah oui, donc, le prix, l'origine. C'est vraiment, j'ai l'impression. C'est vraiment quelque chose d'important quand vous décidez d'acheter. Parfois, vous décidez d'acheter un tout petit peu plus cher parce que c'est français. Ou vous décidez, c'est dans la décision d'achat, c'est hyper important. Donc, en toute modestie, moi, j'ai rien inventé. En 2019, il y avait déjà des débats intéressants, même avant. Il y a eu en 2020 des initiatives, 2019, déjà prises par des producteurs, mais aussi par des distributeurs, pour améliorer la transparence sur d'où viennent les produits que nous vendons. Et je lance un appel ce matin, à très court terme. Je veux vous dire qu'au même titre que le Nutri-Score, que vous avez rappelé, qui est une très belle réussite, hein, le Nutri-Score, on parlait de loi au début, c'est pas passé par la loi. Le Nutri-Score, c'est une démarche volontaire. Le Nutri-Score... Des citoyens. C'est des entreprises. Et des politiques. Olivier Véran l'a imaginé quand même à l'époque. Mais ça n'est pas passé par la loi. On a proposé aux producteurs, aux distributeurs, aux industriels de le faire. Eh bien, figurez-vous qu'on a 60% des produits qui le font et 93% des consommateurs reconnaissent le Nutri-Score. Donc moi, je dis... Je propose aux acteurs de l'agroalimentaire, les industriels, mais aussi les distributeurs, qui ont toutes leurs marques distributeurs, de travailler ensemble. Là, dans les semaines qui viennent, je vais les recevoir. Je leur propose de venir avec moi à Bercy sur ce sujet majeur de la transparence. Peut-on imaginer améliorer dans les mois qui viennent la transparence sur les produits qui sont vendus? Et autour de ce qui pourrait être une sorte d'origin score, comme vous l'avez mentionné, je veux vous dire qu'au nom du gouvernement français, je suis disposé à porter l'an prochain à l'Europe, en 2025, il y a une commission qui s'appelle Information Consommateur, le fait que la France porte ce sujet de l'Origin Score en Europe et que nous puissions déployer cet Origin Score plus largement en Europe. Bon, donc on ne va pas voir ça cette année, mais 2025, Origin Score dans toute l'Europe, c'est ce que vous voulez? C'est ce que je souhaite, c'est ce que nous visons. Et je crois qu'il y a un enjeu qui est très important et qui est très simple. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité pour que le consommateur soit plus éclairé, qu'il ait des informations plus claires. Et après, soyons très clairs, le consommateur fait ses choix. S'il le veut, s'il le peut. Ça n'est pas moi qui fais les choix du consommateur. Mais il manque d'informations. Dernière question sur la consommation, parce qu'il y en a beaucoup. Évidemment, ça intéresse tout le monde. Il y a la fin des grosses promos là, dans les supermarchés le 1er mars. Est-ce que ce n'est pas un mauvais coup porté à la guerre des prix ? Ça, d'interdire ces grosses promos en fait dans les hypermarchés. C'est un sujet, on appelle ça techniquement le DPH. C'est un sujet compliqué, je vous la fais assez courte. Et en transparence, le gouvernement n'était pas très favorable à cette mesure qui a été portée par des parlementaires engagés sur ces sujets.
La loi est passée. Oui. Donc effectivement, on bloque les promotions sur les produits d'hygiène, pour les courtes, Oui, c'est à ça. pas plus de 34%. Ouais. C'était souvent des produits d'appel, bien Oui, sûr. mais ce qui se passe, voilà, et c'est Ouais. toujours difficile de faire court sur ces sujets compliqués, et je veux pas être simpliste, c'est que, comme un certain nombre de promotions, grâce à la loi Egalim, avaient été interdites sur les produits alimentaires, on en revient au début, pour que nos agriculteurs vivent de leur production. Bah, vous aviez un certain nombre d'industriels qui se rattrapaient, entre guillemets, sur des promos incroyables sur les produits d'hygiène. Ce qui n'était pas forcément très sain, et c'est pour ça que les parlementaires s'en sont saisis. Cette loi a été votée, le gouvernement, à l'époque, n'y était pas favorable, je peux le dire en transparence, j'étais déjà ministre, parce qu'on était déjà dans une période d'inflation. Bah oui. Et moi, je suis une maman, donc je connais le prix des couches, vous voyez, et je sais que ça coûte cher dans un panier. Donc, ça fait partie des sujets entre nous qui seront abordés aussi dans la révision de cette loi Egalim. Faut-il maintenir ce point ou pas? Bon, bah, très bien, ça va rassurer peut-être les... Non, mais il faut être clair et expliquer aux gens sûr, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on va supprimer parce qu'on ces entend grosses beaucoup promos. d'âneries, notamment Oui, du c'est vrai. Rassemblement Un mot national aussi. sur le sujet. Ah bon, un mot sur la simplification. Gabriel Attal veut simplifier, Bruno Le Maire également, pour les entreprises, pour l'ensemble en fait des TPE. Et il va y avoir un rapport parlementaire. Il est déjà sorti et rendu. Ouais, On me l'a rendu cette voilà, semaine. c'est ça. Et quand les mesures en fait derrière? Alors déjà, il est... ça fait des mois qu'on y travaille et les Français ont donné leur avis. On dit souvent que les gens n'aiment plus la politique, etc. Bah, vous avez à peu près 500 000 contributions qui ont été envoyées d'entrepreneurs, d'indépendants, d'artisans pour dire le formulaire B12, la formalité, machin, ça nous rend dingue. Donc on a tout un paquet de mesures qui viennent des gens. Grand 2, on a ce rapport parlementaire en main avec une quinzaine de propositions. Grand 3, on travaille aussi à Bercy avec d'autres administrations, on continue d'écouter. Le projet de loi, il arrivera autour de l'été et il a deux objectifs. D'abord, évidemment, simplifier. Bon, mais de deux façons. Un, il y a un certain nombre d'obligations, de formalités, de lourdeurs, de complexités qui rendent dingues les entrepreneurs. Et vous savez, Patrick Roger, j'ai été une petite entrepreneuse. Oui, vous avez été chef d'entreprise. Oui, mais d'une toute petite entreprise, bien sûr. on n'est pas égaux devant la complexité administrative. Entre une toute petite entreprise de 3 artisans, une PME de 40 salariés et une grande entreprise, on n'est pas égaux devant les formalités administratives. Donc moi, j'en fais un sujet d'égalité économique. Cette loi, elle va dégager un certain nombre de trucs qui rendent dingue les entrepreneurs sur des formalités, mais elle doit aussi, et ça c'est mon obsession, permettre de mettre en place un dispositif qui permette dans les années qui viennent, à chaque fois qu'un projet de loi sera déposé ou qu'un texte de loi sera porté par le gouvernement, de voir l'impact qu'il pourrait avoir sur les petites entreprises. Ça, c'est ce qu'on appelle le test PME. C'est quelque chose auquel je travaille ardemment en ce moment pour faire en sorte que quand le gouvernement ou le Parlement va porter une loi et que ça a un impact sur les petits entrepreneurs, bah on considère combien ça va leur coûter, combien de temps ça va leur prendre, et si c'est absurde que cette loi ne soit possiblement pas déposée. C'est ça l'objectif aussi. C'est pas que de dégager des normes, c'est aussi de poser un processus qui, dans les années à venir, arrête de créer des normes qui tuent des entreprises. Olivier Grégoire, 2 questions, il nous reste 2 minutes. Une question sur le statut des élus. Vous connaissez ça aussi. La maire de Poitiers est en arrêt pour maternité. Elle n'est pas indemnisée. Est-ce qu'il faut revoir les choses? Oui, monsieur. Oui. Là, il faut vous parlez revoir. à une ministre qui a fait un bébé, donc on peut en parler. Non, ben si voilà. vous voulez. Mais je crois, enfin, je suis même sûr qu'il y a un texte sur les élus locaux qui arrive très bientôt, porté en partie par la députée Spielbout. Je ne doute pas. Et je veux croire qu'on sera tous d'accord pour changer ça, changer cette absurdité. J'en profite pour soutenir ardemment et chaleureusement la maire que vous avez citée. On a peu de femmes maires. C'est pas une raison pour les traiter ainsi. Et puis dit autrement, si vous voulez que les femmes continuent à faire de la politique, il va falloir s'atteler à ce sujet sérieusement. À propos de politique, au détour d'une phrase tout à l'heure, vous avez tapé sur le Rassemblement national. Est-ce que vous discutez à l'Assemblée nationale avec des députés du Rassemblement national? Faut discuter ou pas? C'est la question en fait un peu de la semaine. Bien sûr, c'est une question pérenne. Moi j'ai une vision assez simple des choses. Les députés du Rassemblement national, il faut être très clair, ont été élus. Okay, la souveraineté du peuple, elle est absolue. Voilà. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation là-dessus. Vous avez 88 députés élus, comme les députés de la majorité. Donc c'est un peu comme si on vivait dans le même immeuble. L'hémicycle, c'est une sorte de copropriété, on vit dans le même immeuble. Y compris aussi avec LFI, quoi. Est-ce que c'est une copropriété? Ils ont été élus. Je ne suis pas juge moralisateur, je suis une députée à la base, élue comme les autres, les Français ont voté pour eux. Je n'ai pas à qualifier ça. Est-ce que parce que vous vivez dans le même immeuble, Patrick Roger,
vous faites des projets d'avenir avec vos voisins. Est-ce que parce que vous vivez dans le même immeuble, vous dînez tous les jours avec votre voisin du dessus et vous faites des projets? Non. Moi, j'ai pas envie de construire avec eux. Je ne partage rien de leurs idéaux, et notamment de ceux qui cachent. Je ne partage rien de leur identité. Je respecte la volonté du peuple. Nous sommes dans le même hémicycle. Je n'ai pas à construire avec eux, mais quand à la ministre que je suis pose des questions, quand ils m'écrivent ou qu'ils me questionnent, je dois leur répondre. Je suis ministre de la République. Merci Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des entreprises, du tourisme et de la consommation, d'avoir été notre invitée. Vous pouvez réagir justement à tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de sujets. Nous verrons ça ensemble évidemment juste après le flash de 9h.